Grand Volontaire Nicaise, bonjour. Bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maureen. Je ne sais pas, un clin d'œil ou une pensée à Oumar Adeyanjo qui... Oui, c'est un homme qui aurait tant voulu être là. Oui, il aurait tant voulu être là. Merci de l'avoir dit comme ça. Voilà, ces temps-ci, nous sommes en fin d'année. Il est beaucoup sollicité sur ses autres activités, voilà. Donc je vous saluais. Oui, je vous ai répondu ou pas? Je n'ai pas fini de saluer le plateau. Vous saluez le plateau au nom de Oumar Adeyanjo. Allez-y, Hugues Hector Zogo. Puisque Oumar a tenu à être présent avec nous dans ce studio. Bonjour Oumar, bonjour. Oui, bonjour Oumar. Également, où qu'il soit. Où qu'il soit. Vous lui envoyez. Vous savez qu'il nous suit pour donc apaiser sa douleur. Il allume la télévision et il nous lui envoyons alors toutes les vibrations positives. Allez. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on prenne des initiatives. Il faut que parfois, quand il s'absente, qu'il soit au téléphone. Et pourquoi pas, lorsque nous faisons les analyses, qu'il puisse donner son point de vue au téléphone. Il faut se préparer pour ça. Ça aurait été mieux qu'on le fasse souvent par Zoom ou bien par Meet. Et là, l'image est en direct. D'accord. Je pense que le directeur technique nous suit en ce moment, à qui on fait un clin d'œil également. Juste Domingo. Oui. Il prendra donc les dispositions nécessaires. Voilà, donc le télégramme, on ira directement à la une du télégramme. On ira d'abord au Sénégal, on va revenir au Bénin pour dire quelques mots sur donc, ce mandat d'arrêt international lancé contre Yérim. C'est Yérim? Oui. C'est Yérim Sow. C'est ça? Je lis. Oui, Yérim Sow. Yérim Sow, voilà. Oui. Oui, Laurent. Bon, non, je crois que c'est un citoyen sénégalais qui faisait des activités au Bénin, mais qui avait été condamné. Oui, il avait été condamné en 2021, notamment le 23 décembre 2021, avec un de ses collaborateurs qui s'appelle Falitiam. Et donc, après, on a constaté que les deux ont disparu. Et ce qu'on leur reprochait à l'époque, c'était une surévaluation, de l'escroquerie, apport en nature, frauduleux et autres. Donc, et ils ont été condamnés, mais on a constaté que deux personnes qui ont été condamnées à 5 ans de prison, dont 2 femmes, finalement ont disparu. Et donc, ça fait des années qu'ils sont recherchés. Et donc, finalement, le Bénin a estimé peut-être qu'il faut émettre un mandat d'arrêt international pour les chercher, pour qu'ils viennent purger leur peine. Il faut préciser que Yérim Sow fait partie de ces investisseurs qui mettaient en place au Bénin un hôtel. Un grand hôtel? Oui, 5 étoiles. L'hôtel a été démoli ou pas? Non, pas encore totalement démoli, je crois. Oui, il y a un hôtel de l'autre côté. Mais j'avoue que voilà un peu... L'hôtel était derrière la présidence, non? Là où l'Amazon. Voilà, de côté de l'Amazon. L'hôtel n'est plus là. Non, il y a un hôtel là, il y a toujours un bâtiment là. Je crois que c'est ce bâtiment-là. Et sur lequel, en tout cas, à un moment donné, selon les informations que j'avais reçues à l'époque, c'est que les autorités béninoises ont étudié un peu la position de l'hôtel par rapport à la présidence, et certaines choses, et ont dû surseoir aux travaux. Mais en même temps, ici, il y avait des choses qu'on reprochait aux promoteurs. Donc, attendons de voir si le Sénégal, s'il était dans son pays, si le Sénégal va le livrer ou pas. Mais il faut préciser que c'est un Ivoiro-sénégalais. Donc, du coup, il va falloir collaborer avec les deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si entre-temps il est en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire va le livrer? S'il est au Sénégal, est-ce que le Sénégal va accepter de le livrer? Attendons de voir comment est-ce que ça va se passer. D'accord. C'est maintenant qu'on lance ce mandat d'arrêt, alors que cette affaire court quand même depuis plusieurs années. Oui, ils ont été jugés le 23 décembre 2021. D'accord. Pour condamner à 5 ans de prison, dont 2 femmes. D'accord, très bien. Donc il faut aller les ramener. Hugues Hector Zogo, est-ce que vous voulez vous prononcer ou bien on peut évoluer? Non, on peut évoluer. D'accord, merci Hugues Hector Zogo. Allons maintenant à la bonne nouvelle que nous apporte Nouvelle Économie, mais d'autres quotidiens en ont parlé. Le Bénin a le meilleur ministre des Finances d'Afrique, Hugues Hector Zogo. Ouais, c'est une fierté de pouvoir se rendre compte. Le matinal en a parlé également avec des avis de certaines personnes. Le matinal écrit Simply the best. Simply the best. Yes. Donc moi je dis c'est une fierté d'avoir aujourd'hui cette reconnaissance sur le plan international, de voir Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, être célébré comme le meilleur ministre de l'économie au niveau de notre continent, l'Afrique. Quand vous suivez quand même Romuald Wadaï en tant que citoyen béninois, vous comprenez que c'est quand même la tête pensante qui permet à notre nation d'engranger suffisamment de financement par rapport
aux grands projets, aux grandes infrastructures qui se mettent en place et qui repositionnent d'une manière ou d'une autre notre pays au rang des grandes nations de l'Afrique. Et donc, c'est une fierté en tant que Béninois de s'en rendre compte. C'est une fierté aussi de savoir que les autres nations nous observent. Les autres nations nous observent. C'est un mérite, un cadre qui ne se retrouve pas pour autant dans la forte communication. C'est quelqu'un qui évite pour la plupart du temps les acteurs des médias, comme on le dit. Effectivement. Il va éviter jusqu'à quand? Il ne veut pas s'afficher. Il ne veut pas s'afficher. Voilà. Il préfère quand même que les résultats puissent parler en son nom. Voilà. Quand vous rencontrez les directeurs de publication des organes de presse écrite, quand vous rencontrez par exemple les directeurs des radios communautaires, je ne sais pas combien sont en mesure de vous dire, depuis que le ministre d'État Romuald Wadagne se retrouve à son poste, qu'ils ont eu la chance de le rencontrer et pour essentiellement savoir quelle stratégie de communication mettre en place pour accompagner le ministère d'État chargé de l'économie et des finances. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ne pas avoir des cadres qui essayent de présenter à travers les médias ce qu'ils ne sont pas, ce n'est pas monnaie courante chez nous. Et quand vous approchez quand même la plupart de ces directeurs-là qui travaillent avec lui, moi j'ai eu la chance de discuter suffisamment avec le DGI par exemple, le directeur général des Nicolas impôts, Yanoussi. Nicolas Yanoussi, pour savoir un peu quelle est la machine qui se met en place, parce que quand je regarde un peu les directeurs techniques, ça ne parle pas beaucoup. C'est l'un des rares ministères où on ne parle pas beaucoup. Ça travaille. Ça travaille. C'est le cas également de Nicolas Yanoussi. Voilà, vous êtes là et puis du jour au lendemain, des décisions sont prises et elles sont mises en application. Au bout de quelques semaines, quelques mois, vous avez des résultats concrets. Et donc, moi, j'ai cherché quand même à comprendre le mode de fonctionnement et j'ai pu comprendre que c'est la rigueur. La rigueur. La rigueur. Est-ce que c'est propre au ministère des Finances? Je dirais que c'est d'abord propre au ministre, parce que c'est une question de management. Je dirais les humains, ce n'est pas chose du tout aisée. Et ça rejaillit sur les directeurs. Exactement. Parce que centraux, la tête pensante de ce qui doit être donné comme orientation, si elle arrive à faillir à sa mission, tout le reste s'écroule. Donc, quand le ministre d'État imprime un rythme et vous n'êtes pas en mesure de pouvoir suivre ce rythme-là, on vous met out. On vous sort du jeu et puis on fait appel à d'autres cadres méritants qui sont disponibles à faire le travail. Donc pour moi, aujourd'hui, la rigueur et la discipline de l'équipe ayant travaillé avec le ministre d'État ont payé. Et donc c'est une fierté pour le Bénin et le Bénin peut s'enorgueillir aujourd'hui, quoi qu'on dise. Très bien. Est-ce que, bon, je vais d'abord prendre votre avis parce que j'ai deux questions. Je vais d'abord prendre l'avis de Laurent. Laurent, voilà notre ministre des Finances qui, donc, aujourd'hui encore monte d'un cran avec le meilleur ministre des Finances. A priori, Romuald Wadagne, c'est un Béninois. Laurent Toninke, c'est un Béninois. Et donc, on ne peut que se réjouir de ce que, oui, c'est un compatriote béninois, un jeune comme nous quand même, qui est célébré aujourd'hui comme meilleur ministre de la sous-région. Et n'oubliez pas qu'avec le temps, quand on observe son évolution dans le gouvernement de Patrice Talon, on se rend compte que c'est l'une des personnes à qui Patrice Talon fait tellement confiance parce que n'oubliez pas qu'on a dépouillé le ministère du Plan et du Développement du Plan qu'on lui a confié. N'oubliez pas qu'on a dépouillé le ministère des Affaires étrangères de la coopération qu'on lui a confié. Donc il est ministre d'État chargé de la coopération, du plan, des finances et de l'économie, tout ce que vous voulez. Et donc, quand il a tout ça, et qu'aujourd'hui on dit qu'il est le meilleur ministre des Finances de la sous-région, en tout cas d'Afrique, c'est à célébrer. C'est à célébrer en ce sens que oui, c'est une fierté que de savoir que oui, nous avons un jeune qui, au-delà de ce qu'on peut reprocher à ce régime, c'est que ce qui est célébré au plan international. Ceci étant,
je crois que c'est quand même une prime. Hein. Et puis, après, ça annonce tellement que, puisque lui, il a postulé pour être gouverneur de la Banque africaine de développement. Donc, j'estime que c'est peut-être déjà un point positif sur son petit temps. Pourquoi vous me devancez sur ma question? Donc bon, voilà. Donc, il est meilleur ministre de l'Afrique. Est-ce que c'est pas encore de points de marquer par rapport à ce poste envisagé? Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, l'un dans l'autre, ça peut peser dans le choix, du gouverneur de la Banque africaine de développement, parce que s'il est meilleur, de la compétence. Oui, si on dit qu'il est meilleur ministre des Finances de l'Afrique et qu'on veut un gouverneur de la Banque africaine de développement, c'est de l'ordre normal que les choses quand même militent en sa faveur, que les gens aillent faire ce choix. Seulement, bon, vous savez que quand moi je parle souvent, il y a toujours un mais. Le mais, c'est que c'est notre meilleur ministre des Finances. Il a des prouesses, il a fait des prouesses, des exploits. On s'en réjouit, on le félicite. C'est un jeune comme nous, ça je suis fier. Seulement que parfois, moi je pose la question, parce que nous avons un ministre des Finances, mais nous avons de grands travaux dans le pays, mais on ne connaît pas les coûts. Moi, c'est une tâche dans ce qu'il fait. Et ça, on peut régler ça en interne. Au plan international, on n'en parle pas parce qu'il est meilleur. On va prier que peut-être s'il doit être gouverneur de la Banque africaine de développement, mais que davantage il travaille, que le gouvernement travaille à nous donner le coût réel des infrastructures réalisées, parce qu'après, quand ils ne seront plus là, les gens vont lui demander à lui des comptes. Vous savez, on a tôt fait de dire, oui, nous servons le président, nous servons un chef. Mais après, c'est-à-dire chaque nom est cité. C'est vrai qu'on va jeter les pieds à Patrice Talon, les gens vont tenter de jeter les pieds comme ils le font à Boni aujourd'hui. Mais quand même, son nom va revenir chaque fois pour dire, mais écoutez, il a été meilleur ministre des Finances, mais lui aussi, pourquoi ne donnez pas les chiffres, pourquoi ne donnez pas de... Et on n'avait pas plus de transparence à ce niveau. C'est à ce niveau que moi, j'estime qu'il lui reste encore un peu d'efforts à faire pour que moi, je puisse lui donner peut-être le prix du meilleur ministre du monde. Ah oui. Ah oui. D'accord. Et la question que j'ai à vous poser, Laurent, l'année passée, ou bien dans quelques jours, pour ne pas dire vendredi, le chef de l'État va faire son discours devant la représentation nationale. Et vous vous souvenez que l'année passée, nous étions sur ce plateau, et certainement que nous serons encore là cette année, où il disait que le Bénin est premier. Voilà un ministre qui est premier maintenant. Et donc, est-ce que cela n'apporte pas encore de l'eau au moulin pour le discours du chef de l'État le vendredi prochain? Oui, le chef de l'État va s'en féliciter quand même. J'ai dit, c'est l'un des bons petits du chef de l'État. Il lui fait tellement confiance qu'il a dépouillé 2 ministères de leur contenu essentiel pour lui confier ça. Donc oui, il sera fier. Écoutez, qui ne sera pas fier? Si j'étais à la place de Patrice Talon, c'est dès maintenant que j'avais alimenté la communication abondamment. Vous le dites comme ça? Oui, mais oui, pour dire, mais écoutez, nous critiquons. Moi, je critique. Bon, l'opposition critique, beaucoup d'acteurs critiquent. Mais on dit qu'au plan africain, le monsieur est premier. Donc, il y a quand même des raisons pour ce monsieur de s'en féliciter, de dire oui, que c'est bon, c'est bon. Je vous raconte une anecdote. Hier, j'ai été contacté par un confrère dont je tais le nom, qui me dit, mais Laurent, est-ce que tu peux me trouver 10 000 francs là? Je lui ai dit, mais moi, chez moi aussi, c'est serré coincé. Bon, il dit, bon, écoutez, malgré tout, mais quand même, on a quand même le même ministre des Finances africain. Et ma réponse était quoi? Le meilleur ministre des Finances d'Afrique ne va pas distribuer de l'argent de maison en maison quand même. Donc la réalité, c'est que sur les critères d'évaluation, nous ne les maîtrisons pas, pas tous, mais toujours est-il que sur des critères éventuellement, oui, parce que j'ai vu quand même à la une de matinale ce matin, 2 personnes qui ont donner le point de vue, même si j'ai des choses à dire. Il y a Adam Afodende qui a été le président de la Caisse autonome d'amortissement qui a donné son avis, même s'il est dans la mouvance quand même, c'est un sachant. Et je prends Paulin Akpona qui est un expert comptable qui a donné son avis également. Bon, le reste, on va voir. Et puis, quand même, notre confrère, comment vous appelez, Casimir Pédior, qui est quand même un journaliste économiste critique vis-à-vis du gouvernement, mais qui dit que c'est l'aboutissement qui a mis de l'eau dans son vin quand même depuis quelques peu. Il faut le dire comme ça. Non, bon, il a mis beaucoup de... Pas de l'eau simplement, il a mis encore un peu de sucrerie dedans. Quoi. Ah bon? Mais là, c'est bien calme. Enfin, de toute façon, quand on voit ces réactions... oui, on peut reprocher des choses au système. Mais on sait qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Oui, donc au moins, bon, maintenant s'il le fait, je ne sais pas s'il le fait délibérément ou bien il le fait peut-être sous contrainte, je ne sais pas. Mais je tiens compte de Adam Afodende et Paulin Akpona qui ont donné leur avis pour dire maintenant attendons peut-être le son de cloche d'autres économistes béninois peut-être qui sont au plan africain, qui vont évaluer également cette discussion-là pour nous donner leur position.
J'ai fait économie littéraire, j'ai fait un bac B, économie, mais je ne suis pas allé plus loin. Je ne suis pas allé plus loin que ça, donc je ne m'y connais pas pour autant. Mais bon, c'est bon quand même notre compatriote. Très bien. Hugues Hector Zogo, voilà de quoi donc apporter de l'eau au moulin du chef de l'État vendredi prochain, qui quand même va encore exprimer cette fierté du travail fait, du sacrifice fait depuis plusieurs années. Mais Laurent a soulevé un point pertinent, le fait qu'on ne connaît pas les coûts des réalisations. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que telle chose a coûté? Ça a coûté combien pour le contribuable béninois? C'est un point soulevé par Laurent sur lequel je souhaite que vous vous prononciez. C'est une question qui me fait souvent sourire et donc vous comprenez que tout à l'heure c'est à dessein que j'ai souri en vous regardant. C'est une question qui me fait sourire, d'autant plus que le citoyen béninois n'est pas prêt à savoir effectivement ce qui se passe dans son pays. Mais on est prêt. Je vous donne on veut savoir ce que coûtent les travaux. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple, terre à terre, puisque nous sommes à l'ère de la décentralisation. Ce que coûtent les marchés, la construction des marchés, par exemple. Le marché de les tests a coûté combien? Le marché de Tokplegbe, qui sera inauguré samedi, a coûté combien? Les tests de la décentralisation disent que le citoyen béninois a la possibilité de saisir le maire de sa commune pour demander l'intégralité du document du budget voté pour la commune. Mais à la seule différence que c'est à ses frais que ça se fait. C'est-à-dire que si vous prenez, on a eu à la une des journaux que Luc Atropo et son conseil communal ont voté un budget pour tout ce qui doit se faire au niveau de la commune de Cotonou. N'importe quel citoyen, que vous soyez de Cotonou ou même d'ailleurs, pourvu que vous soyez béninois, si vous avez envie de connaître ce qui est inscrit de la première lettre jusqu'au dernier point de ce budget-là, la loi vous autorise à le faire. Et en fait, ce n'est rien de compliqué. On vous dit, adressez une correspondance mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. On dit qu'on veut connaître le prix. Mais attendez, c'est une question que vous avez posée. Moi, je suis en train de vous répondre en allant à plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà ça. D'accord? Donc, vous saisissez l'autorité. Dès que vous saisissez l'autorité, elle vous permet d'avoir le document, mais à vos frais. Deuxième chose, quand vous parlez de l'État et vous trouvez que l'État, en réalité, ne permet pas de connaître le coût des infrastructures réalisées. Je ne le dis pas, c'est une réalité. On a posé cette question plusieurs fois. Lorsqu'on a réalisé l'Amazon, les journalistes ont demandé au porte-parole du gouvernement, je vous dis, que je salue au passage, combien a coûté la réalisation de l'ouvrage. Dès que cette question-là, elle est posée, il y a un document stratégique qui vous oriente déjà. Qui est où? Le document stratégique, c'est le budget de l'État. Ce budget-là, la réalisation de l'Amazon était dans le budget. Je vous dis que vous pensez un instant que l'on puisse réaliser une infrastructure d'envergure si une ligne budgétaire n'avait pas prévu les dépenses. Les jardins de Saint-Mathieu étaient dans le budget. Donc vous pensez un instant que le chef de l'État peut se lever aujourd'hui et dire réalisez-moi telle chose à tel coût. Il va trouver l'argent où? On peut le faire. Non, ça ne se fait pas de cette façon. Mais on ne veut pas savoir là où il a trouvé l'argent, mais on veut dire qu'on veut savoir combien ça coûte la réalisation. Il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie financière. Et donc le budget de l'État vous donne déjà les grandes orientations. Et le budget de l'État se vote où? Ça se vote au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes en train de nous emballer là. Je ne vous emballe pas. Non, je ne vous emballe pas. C'est pour vous dire que ceux qui doivent jouer... Les citoyens ont-ils le droit de connaître ce que coûte telle ou telle chose? Un problème que soulève sur ce plateau Laurent Roland-Tonnet. Ce n'est pas que lui qui... En fait, pourquoi vous avez du mal à me laisser aller au bout Non, vous êtes allé, mais moi je ne vous suis pas. Mais les téléspectateurs ne vous suivent pas. Je vous dis, les personnes habilitées à pouvoir nous permettre de mieux comprendre ces questions-là, ce sont les honorables députés à l'Assemblée nationale. Avant qu'ils ne votent, par exemple, le budget de 2025. Vous savez, qu'ils vous souviennent que sous le régime de Thomas Boniaï,
ils ont fait quoi? Ils ont appelé ça reprofilage. Ce n'est pas reprofilage, c'est-à-dire que la chaussée qui quitte l'aéroport et qui va à la présidence du quoi, ils ont rechargé les voies. On nous a dit le coût que ça faisait 11 milliards si j'ai bonne mémoire, à peu près 11 milliards. Donc on n'avait pas de peur à nous dévoiler ce que... Moi, je ne sais pas s'il y a de peur à dévoiler quelque chose. Non, je parlais de ce régime. Oui, même jusqu'à présent. Mais là, on n'est pas habitué à connaître... Bon, si... Vous savez, c'est une question de bon sens. Hein. Si, par exemple, vous interpellez le maire de la commune... La reconstruction de cette voie-là, qui nous aide à venir... Pourquoi vous ne voulez pas que ça... ici, depuis quelques mois, on est déçus. Ça va coûter combien au contribuable? Vous le savez? C'est dans le budget de cette année, de l'année 2024. Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions nous attarder de façon technique sur ce qui doit se faire? La voie, par exemple, dont vous parlez, l'État ne se lève pas pour dire « je vais construire une voie » peut-être de 50 km, sans la voie. Je le sais. Mais sans la voie. Ça coûte combien? Mais sortez-nous le Mais c'est ce que je vous dis. Le montant du budget de 2025. Ça va le montant du budget de 2025, par exemple. Ce n'est pas le budget. Cette réalisation est dans le budget. Écoutez, la réalisation, c'est une ligne budgétaire. Oui, d'accord. Mais après. Mais après. Combien ça a coûté ce qu'on a réalisé là? Ce que je vous dis, c'est en dehors du grand budget qui est destiné à faire plusieurs choses. Mais ce que je vous dis, c'est aussi simple que ça. Je vous dis, il y a certes la ligne budgétaire qui vous permet d'avoir une orientation globale, d'accord? Mais si vous saisissez par exemple le ministère des Travaux publics aujourd'hui pour dire en tant que citoyen béninois, je veux connaître le coût. On va l'essayer. Vous êtes sûr que on va l'essayer. On va l'essayer. Vous êtes un directeur de publication. On va l'essayer. Vous savez très bien que c'est difficile d'avoir ces informations aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'aime aller sur du factuel. Vous voulez nous le prouver en saisissant les travaux publics pour nous mettre ça à la une de l'indépendant, par exemple? Moi, je vous dis que j'aime le factuel. Je n'aime pas me lever sur ce que l'autre a dit. J'aime faire ma preuve. Dès que j'ai la preuve de ce que j'ai saisi, par exemple, le ministère des Travaux publics. Vous l'avez déjà fait? Je ne l'ai pas encore fait. Mais vous allez vous nous le promettez? Je vous le promets. Dès que je saisis, par exemple, puisque vous aviez un confrère à nous, le potentiel, qui saisit, par exemple, plusieurs institutions. Mais dès qu'il saisit les institutions ne répondent pas. Il y a une période pour que les institutions répondent. Dès que les institutions ne répondent pas, ça ne lui coûte absolument rien d'utiliser la manchette de son journal. N'oubliez pas que laissez-moi aller au bout. N'oubliez pas que le patron du potentiel a une autre casquette qui lui permet d'avoir facilement accès à certaines informations. Moi, je ne veux pas rentrer dans les conditions de telle à telle casquette. Non, c'est un citoyen béninois qui a saisi une institution. Les tests disent, si vous avez besoin de l'information, saisissez par écrit. Maintenant, s'il saisit par écrit et l'institution ne lui répond pas, l'attitude à adopter juste après, on va l'adopter. Mais on ne va pas se retrouver en fait dans une posture de « oui, c'est ce qui se dit d'eux ». Donc, continuons par les prendre de cette façon-là. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On n'est pas dans cette posture sur ce plateau. Non, mais moi, je fais une analyse. Nous, on est dans ce pays-là et on vit au quotidien dans le pays. Si vous permettez, je donne deux exemples. Je donne deux exemples. Premier exemple, quand on a réalisé la statue de l'Amazon, on a posé la question au porte-parole du gouvernement, ça a coûté combien? Il a dit, si on dit que c'est 500 millions, les gens vont dire que c'est de mauvaise qualité. Et si on dit que c'est plus que 500 millions, on va dire qu'on a gaspillé les ressources de l'État. Pour un peu paraphraser ce qu'il a dit. Après, les Voting Days organisés l'année passée, quand on a posé la question, après on nous a envoyé un chiffre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un document? On nous a envoyé un chiffre? D'abord, n'oubliez pas que le chef de l'État a fait un débat avec la presse internationale. On nous a envoyé un chiffre sans les détails. Ce qu'on dit, Hugues Hector Zogo, moi, il y a les grandes orientations dans le budget général. Mais si par exemple, on commande, comment vous appelez, parce que le chef d'État a droit à une prime d'habillement, par exemple, ou bien il a droit à un nouveau véhicule chaque année, quand on achète la voiture, on a besoin de savoir combien ça a coûté pour le contribuable béninois. C'est de ça qu'on parle. Parce que les grandes orientations, d'accord. Mais il faut qu'on nous dise, par exemple, aujourd'hui, la voie sur laquelle nous avons tous dénoncé, parce que nous avons vu, chaque semaine, on voyait quelqu'un mourir sur ce tronçon. Mais une fois qu'on veut réaliser ça,
Dites-nous ça, combien ça a coûté. Parce qu'après, si d'autres viennent après, pour faire de la surfacturation, on va les rappeler, les interpeller pour dire non. Écoutez, non, d'autres ont fait avant vous et ça n'a pas coûté ça. Aujourd'hui, quel est le coût total de réalisation d'1 kilomètre de voie au Bénin? On ne sait pas. Le demander, c'est un pas à écouter les autres dire, faire comme tous les autres pour dire qu'ils sont comme ça. Non, la réalité est que ceux-là, en venant au pouvoir, ont estimé, et c'est bien de leur droit d'estimer, de constater qu'il y avait une mauvaise gestion des ressources de l'État par le passé, et ils nous ont promis la rupture, faire mieux que les autres. Donc, en faisant mieux que les autres, il faut qu'il y ait au moins des transparences par rapport au coût. J'en ai fini. Alors, je suis très heureux qu'il ait terminé. Je suis très heureux qu'il ait terminé par le mot transparence. La transparence est un acte de responsabilité. Et pour cause, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le code du numérique qui est au Bénin et qui fait obligation à chaque citoyen de savoir quel mot utiliser quand il veut, par exemple, se retrouver dans une démarche critique. Il y a quelques années en arrière, quand je me retrouvais sous le régime de Boni Yayi, de Nicéphore Soglo ou même de Kérékou II, je pouvais me lever et dire tout ce qui me passait à l'esprit en tant que citoyen. Parce qu'il n'y avait pas un test de loi qui me mettait une certaine pression au point où, quand je veux me prononcer, je dois pouvoir penser à ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. D'accord. Mais aujourd'hui, les honorables députés à l'Assemblée nationale du Bénin ont trouvé que nous nous retrouvons dans un espace numérique qui doit aussi être un espace de droit. Et par conséquent, ils nous ont mis à disposition ce qu'on appelle le code du numérique. Moi, en tant que citoyen béninois, responsable, dès que je veux me prononcer sur une question, je prends mes garde-fous. Donc, en demandant ce que ça a Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Tout à l'heure, je vous ai laissé, vous avez développé vos idées. Oui. Non. Donc, je dis, moi, en tant que citoyen, toutes les fois, vous ne savez pas combien de fois, moi, j'ai critiqué le président Patrice Talon sur des sujets. Mais je défie quiconque, au niveau de leur équipe de communication, de dire que ce que j'ai dit là, que ce n'est pas vrai. Parce qu'avant de le faire, je prends toujours du recul et je mène toujours mes investigations. Aujourd'hui, si je saisis le ministère des Travaux publics et je dis, en tant que citoyen béninois, combien nous coûte la réalisation de la voie Kassato, cette voie-là? C'est juste une correspondance que j'adresse. Et ils ne répondent pas. J'aurai sous la main un outil qui me permet de dire tout ce que j'ai envie de dire demain. Dès que l'autorité m'interpelle, l'autorité judiciaire m'interpelle, je vais quand même brandir une correspondance et dire... Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Lorsque Laurent donne l'exemple par rapport à l'Amazon et la réponse du porte-parole du gouvernement, vous trouvez ça normal? Ce n'est pas une réponse responsable. Ce n'est pas une réponse responsable parce que les citoyens, s'ils doivent pouvoir obtenir une réponse, la personne habilitée à pouvoir donner cette réponse-là, c'est le porte-parole du gouvernement. Alors, si au cours de sa réponse, on sent qu'il y a du flou autour, ça va aller dans tous les sens. Mais attention, nous nous retrouvons dans un monde politique. Et avec les politiciens, il faut faire très, très attention. Cette réponse-là peut être une réponse piège. D'accord? Sa réponse, la réponse du porte-parole du gouvernement, peut être une réponse piège. Ça peut être dit à dessein pour vous donner une occasion de partir dans tous les sens. Et c'est parce que vous êtes... une stratégie de communication. Et c'est parce que vous êtes allé dans tous les sens que demain, on vous adresse une convocation pour vous dire, venez en répondre. Moi, je ne tomberai pas dans ces pièges-là. Je dis, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous sur la manière de gouvernance. Je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à ce que vous faites. Mais pour vous le dire, je prendrai mes garde-fous. Puisque les autres, ils ont pris leurs garde-fous et ils nous ont permis aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle le code du numérique qui est là. Combien de personnes avez-vous vu aujourd'hui avoir la possibilité on peut permettre à Laurent bien sûr, d'avoir la possibilité d'être... En tout cas, on a compris, on va quitter ce sujet. Si en réalité, qu'un citoyen demande
combien ça a coûté tes réalisations, c'est déjà se mettre sur le coup du code, sur le numérique. En tout cas, je pense qu'il y a matière quand même à réfléchir. Mais on est au Bénin, vous n'avez pas vu comment ça se passe? Attendez, si par exemple, si aujourd'hui, parce que j'ai demandé combien ça a coûté, la voie là, et que pour ça, on me soumet au coût du numérique. Mais ça part de là, je dis, il y a un problème. Oui, mais il y a un problème. Ceux qui nous ont conduits dans ça, là, ce sont les honorables députés à l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez, justement, un citoyen qui pose une question... Parce qu'ils doivent adresser les questions, non? Mais c'est ça. Un citoyen qui pose une question, et encore plus, un journaliste qui pose une question pour dire nous ne connaissons pas le coût des réalisations et que pour ça, on va sortir la loi sur le numérique. Moi, je crois que... Mais ça vous surprend? Écoutez, Hugues Zogo, oui. Ce que vous dites là, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le dites, mais moi, je dis, ça ne me surprend pas. Et je dis, moi, je sais combien de fois j'ai fait des analyses. Je dis, pour avoir fait mon travail, en tant que journaliste, avoir demandé ça, oui. J'attends alors qu'ils amènent la loi sur le numérique. Mais moi, je sais combien de fois j'ai fait des analyses et on m'a interpellé. Je sais de quoi je parle. Mais pas plus que... Moi-même, je sais qu'à plusieurs reprises, des choses se disent et certains me disent des choses. Je souris par rapport à ça parce que... Des choses se disent, certains vous disent... Bien sûr, mais je souris. Mais je dis, en fait, si je dois demander, parce que j'ai demandé combien ça a coûté le tronçon là, qui amène à la GDZ là, et qu'on me dit que la loi sur le numérique, que je ne dois pas parler de ça, mais j'attends de voir la suite. Parce que je dis, en réalité, et c'est ça pour ça que les gens parlent de liberté d'expression, parce que je n'ai pas diffamé en disant ça. Je n'ai pas inventé de chiffres en leur nom. J'ai dit, je veux savoir le coût. Le fait de poser à quelqu'un pour dire, je veux savoir le coût, il leur revient simplement de dire, un journaliste a demandé le coût de réalisation, mettons-nous au travail et donnons les chiffres aux populations. Pourquoi? Parce que, je reprécise, c'est l'argent du contribuable. Et quand on vous confie l'argent du contribuable, vous utilisez ça, vous devez pouvoir quand même dire au contribuable parfois. Avant, quand il y a des grands travaux, il y a 2 grands panneaux. On met le montant sur le panneau. Maintenant, il y a des choses qui se font, on n'a même pas de panneaux, on n'a même pas de panneaux indicatifs, on n'a rien parfois, et on ne connaît pas le coût. Donc, poser cette question-là, si c'est... fait peur avec le coût du numérique quand même, allons-y. On va finir avec le sujet. Rapidement, si vous permettez. Oui. En fait, ce n'est pas la question, quel est le coût qui vous conduit vers, qui pose le problème. Parce que quand vous posez cette question-là, vous êtes dans une démarche d'analyse. Oui. Voyez-vous? Mais quand vous posez cette question, et l'interlocuteur valable qui doit vous donner la réponse ne vous sert pas la réponse, qu'est-ce que vous faites si vous êtes journaliste? Vous poursuivez vos investigations. Dans vos investigations, il y a beaucoup d'éléments qui vous tombent sous la main et que vous partagez. Mais si des gens ne sont pas prêts à ce que le peuple ait la vérité et que vous ayez travaillé, ils ne vont pas vous laisser faire. Ils ne vont pas vous laisser faire. Et donc, par conséquent, je vais vous donner encore un autre exemple simple pour que vous puissiez comprendre que nous sommes en fait avec des acteurs politiques qui sont très rusés. Pour que le journaliste, avec sa carte... Pour que le journaliste, avec sa carte professionnelle, puisse se retrouver dans l'administration et avoir une information, c'est une chose banale. Mais aujourd'hui, bien que je me retrouve avec ma carte de presse, je ne peux pas aller au niveau d'une administration et demander une information et l'avoir. Pourquoi? Parce que des députés dans ce pays, ont voté des textes de loi qui font une certaine obligation au personnel administratif de garder les informations de l'administration secrètes. Quand ça se passe comme ça, vous ne voulez pas que le journaliste puisse prendre ses précautions? Il va prendre ses précautions. Donc, c'est tout ce que je dis. Moi, je dis, avant que moi, je ne puisse me prononcer aujourd'hui sur quelque action que ce soit concernant ce gouvernement en place là, je prendrai toujours mes garde-fous. Toujours. On vous a compris. Merci. Pour finir, je vais vous dire une chose. En réalité, si j'ai dit que la tâche là, on ne connaît pas les coûts, je n'ai pas diffamé. Et donc, en réalité, on ne va pas se faire peur inutilement. Ce n'est pas une question de peur. De ma position, je ne me ferai pas peur inutilement. Parce que, en tant que citoyen, si je dis, dites-nous juste comment ça se passe, combien ça coûte. Je n'ai rien dit de sorcier déjà. Et j'estime, et vous êtes rédacteur en chef d'Eden TV. Vous savez combien de fois, pour des questions essentielles, on a approché des autorités dans ce pays. Parfois, on vous dit d'écrire au ministre. Mais combien de fois on n'a jamais eu de suite? Non. Mais donc, voilà, on en parle. Mais vous avez bien fait de dire que les gens ont reçu peut-être mandat de garder top secret certaines informations. Dans ces conditions, sans diffamer, je dis, aidez-nous à connaître les coûts là. Si rien que pour ça, on doit sortir le coût. Non, c'est pas bon. On y va. Et Hugues Zogo, on entendait bien d'ouvrir.
Oui. La BMW s'est évaporée. Non, c'est la BMW de notre grand frère aîné, en tout cas Kazmi Kokou, oui, qui était allé animer un truc à, je crois, Sainte-Rita, dans une église du Céleste. Oui. Et donc, à la fin, il a dit qu'il avait laissé la clé de sa voiture sur le podium. Et puis à la fin, il a perdu la clé. Bon, et quand il a perdu la clé, il est sorti, la voiture était bloquée devant l'église. Et bon, réfléchissant à quoi faire, il a dû dire, bon, je vais rentrer d'abord. Il a pris le bus. Apparemment, il doit être à Porte-Nouveau, donc il a pris le bus pour rentrer. Il a laissé la voiture. Il a laissé la voiture, il est parti, parce qu'il dit qu'il devrait alors rentrer pour aller maintenant faire une autre clé et pouvoir venir ouvrir sa voiture. Mais à sa grande surprise, quand il est rentré après, son oncle, je crois quelqu'un qui est son oncle, qu'il a invité à cette cérémonie sur l'église, l'a appelé pour dire que la voiture n'est plus là. Donc c'est comme ça que la voiture a disparu. Et donc c'est dans la nuit du 15 au 16 que ça s'est passé. Et là, il est en train de rechercher la voiture. On n'a pas. En tout cas, jusqu'à l'heure où je venais sur ce plateau, je n'ai pas eu de nouvelles informations comme quoi c'est retrouvé. Et d'ailleurs, c'est à la une d'un journal, donc peut-être que dans la journée, finalement. C'est à la une de plusieurs. Mais donc, c'est comme ça, la clé est perdue. Après, il est rentré. Le temps de faire une autre clé pour venir reprendre sa voiture. Là où il a laissé la voiture, après, les gens constatent que la voiture n'était plus là. Donc, entre-temps, peut-être celui qui avait pris la clé, ramassé la clé, les guetteurs, oui, est venu chercher la voiture. Donc c'est lancé. Donc c'est quand même assez préoccupant que de savoir que en plein cœur de Cotonou, que les gens peuvent voler une voiture aussi facilement. Oui. Cela suppose que sur nos axes routiers maintenant, il faut faire très attention parce que les gens peuvent alors braquer et prendre des voitures, dépouiller les gens sur nos axes routiers. Donc il y a nécessité pour nos forces de défense et de sécurité de redoubler d'efforts et de vigilance, bien évidemment. Ici est maintenant de rappeler aussi au ministère de l'Intérieur et de la Défense quand même mettre à disposition des forces, surtout la police républicaine, des moyens. Parce que si vous allez dans certains arrondissements un peu loin de Cotonou, c'est quand même les anciens véhicules là, fatigués là, que ces gens-là continuent de traîner. Alors que récemment, ils ont, vous avez dit certains. Bon, donc, il faut nécessairement renouveler véritablement l'équipement pour ces commissariats, parce que si les policiers ont un véhicule assez solide pour pourchasser les gens, ils peuvent facilement faire leur travail. Donc, il y a nécessité pour nos autorités de se pencher sur la question. Si on vole une voiture à Cotonou et que vous vous retrouvez seul avec votre famille à prendre la voie de Boycon la nuit, là seul, vous imaginez ce qui peut arriver. Directeur Zogo, n'est-ce pas une manière de faire du mal à un citoyen béninois quand on vous prive de votre voiture alors que c'est votre moyen de déplacement? Et je pense quand même que c'est fait à dessein, ça, non? Bon, je ne saurais le dire, mais je constate juste avec désolation ce qui s'est passé. J'adresse donc nos compassions à notre frère aîné Kazmi Kokou, qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation difficile, surtout en une période aussi sensible qu'est la période de fin d'année. Il sera beaucoup plus sollicité parce qu'on sait qu'il est souvent sur les animations et tout. C'est en voulant rendre service que vous vous retrouvez éprouvé. C'est très difficile à vivre. Maintenant, c'est une question aussi de responsabilité, de vigilance. Parce que je trouve, au moment où déjà la clé avait disparu, ceux qui étaient au niveau de la communauté auraient pu prendre des précautions. Bon, on ne sait pas tout ce qu'ils ont fait sur place. Peut-être qu'on n'a pas des détails comme ça. Oui. Souvent, on dit dans le micro, quelqu'un a retrouvé telle ou telle clé. Si la personne est animée de mauvaise volonté, la personne ne le fera pas. Moi, j'ai assisté à un mariage où c'est arrivé. Un monsieur a laissé sa clé et on dansait. Quelques temps après, on n'a plus vu la clé. Heureusement qu'il y avait un militaire qui était vigilant et qui suivait. On a vu une moto démarrer. Il a dit qu'il était debout. Il voit une moto démarrer. La personne démarre en train. Lui-même, il démarre une moto, il suit la personne. Du campus d'Abomey-Calavi, il a rattrapé le voleur au stade de l'Amitié. Et le monsieur a sauté de la moto et est parti. La clé qui a disparu dans la salle de fête, là, c'est le résultat que ça a donné. J'ai assisté à une scène la dernière fois, si vous permettez. Et ça m'est arrivé il y a 4 ans devant le stade général Mathieu Kéhéko.
J'avais ma moto qui était gâtée, j'avais pris le salaire, le reste qui me restait sur mon compte, je suis allé chercher une nuit avec ma carte bancaire à UBA, Stade d'Amitié. Et j'ai vu un taxi, ils m'ont dit, bon, j'ai dit Calavi, ils étaient 4 dans la voiture. Et quand je rentre dans la voiture, celui qui était, ils m'ont dit non, que celui qui est derrière là, il y a un vieux qui a mal au pied, donc je peux m'asseoir derrière, et que je dois m'asseoir devant. Et celui qui était devant est sorti d'abord, je suis allé m'asseoir. Et puis après, il bougeait tellement le siège, il me disait, mets ta main en haut, regarde telle chose là, on va bouger le siège, le vieux a mal au pied. Le temps qu'on quitte le stade, pour avant Canal 3, ils ont dit, le vieux dit, mon pied, ils ont dit, bon, tu vas devoir descendre hein, parce que le vieux souffre, donc on va te laisser. J'avais 500 francs en main pour leur payer le transport. Mais quand je suis descendu, je n'ai pas pu leur payer. Et je voulais leur payer. Ils ont dit non, c'est bon, il faut partir. Ils ont démarré avec une vitesse pas possible. C'est en ce moment que j'ai réalisé qu'ils avaient dépouillé, m'avaient dit à dépouiller. Comment ça? Et je vous assure, non, attends. 6 mois après, je venais au boulot ici un matin et je devais être au plateau à 7 h. Et les mêmes étaient dans la même voiture, je les ai vus au Carrefour, ils ont dit de rentrer. J'étais en retard pour le boulot, je devais répondre pour le devoir. Donc, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit, il n'y avait pas de policier à côté. Vous avez vu au Carrefour Ita? Non, Carrefour Kékou, là, ils voulaient me prendre. J'ai vu, j'ai reconnu, j'ai dit, vous là, Dieu, le jour viendra, on va vous arrêter. Et ils ont démarré. Donc, je suis venu au boulot. La semaine dernière, j'ai quitté, et c'est pour dire à nos citoyens là, qui restent aux abords des voies pour prendre les taxis, votre vie est en danger. C'est vrai. Allez sur les parkings, prendre les voitures, les taxis, et il y a une traçabilité. On connaît le véhicule qui vous a pris, il y a un numéro, et vos parents peuvent même relever sur les parkings, oui, comment vous appelez, les gares routières, de savoir le véhicule qui vous a pris. Je venais du Carrefour Kékou au niveau du supermarché Revan, et un monsieur et une dame. C'est certainement une femme blanche ou une métisse avec un monsieur. Les deux descendaient de véhicules. Et Corolla. Et puis, quand j'ai vu les deux descendre, j'ai vu qu'il y avait 4 hommes dans la voiture. J'ai pensé automatiquement à ceux qui m'avaient fait le coup. Et au moment où les deux sont descendus, le véhicule a démarré et a même failli cogner topa. Mon jeune frère, Lénaï, qui m'a remarqué, j'ai dit, attention, Lénaï, la voiture là, ils ont fait ce coup là. Vous savez que j'ai suivi, j'ai eu l'immatriculation, je devais même retourner au commissariat pour que les gens puissent commencer par suivre ce véhicule. Mais il faut préciser que chaque fois, ils changent l'immatriculation de la voiture. Ils vont chercher les fausses immatriculations, les anciennes immatriculations, ils mettent sur les voitures et ils continuent, ils font leur coup. J'ai suivi la voiture au Carrefour supermarché du Pont, ils sont rentrés dedans. J'ai dit, suis-les. Je les ai suivis. On est descendu tout droit, ils sont descendus du pavé, ils ont continué par le terrain où on fait la fête du vaudou, là, à Cavilla, de grands arbres là. Ils ont continué par là, je les suivais. Jusqu'à là, et ma prière c'était de retrouver sur la voie quand même la police. Et je n'avais pas le numéro, quel numéro de police appeler. Mais j'ai dit à mon frère, je veux bien avoir la certitude que c'est le coup là qu'ils ont fait. Ils ont continué jusqu'au niveau de la pharmacie Zoka. La voie était à faire Y là. Et chaque fois, ils regardaient derrière, moi, je disais, ils sont en train de nous regarder. Donc, ils se sont arrêtés à un moment donné. J'ai continué comme ça pour continuer avec. J'ai dit, continue comme ça, continue. Et quand on a continué comme ça, ils ont fait demi-tour d'abord. Et après, le temps, comme ils ont fait demi-tour, le temps qu'ils changent, ils ont retourné, ils sont retournés automatiquement. Ils ont filé. Le temps qu'on les rattrape là, ils ont fait assez de poussière, on ne sait pas par où ils sont passés. Donc, ce que je dis aux gens, aux citoyens qui me suivent là, faites très attention. Si vous voulez prendre un taxi pour voyager, allez sur les gares routières. Il vous sert de rester au bord des voies pour prendre un taxi. Parce que, et c'est bon, c'est ce qu'il dit là. C'est arrivé à beaucoup de personnes qui ont fait ce témoignage. Hein. Ils vous prennent. Mais comment l'agent qui est en bas, il peut vous faire sortir ça? Je vous assure non, que c'est le fait de faire je vous assure que dans la voiture, vous savez, quand ils vous prennent, ils s'arrangent toujours à l'approche d'un carrefour. Là, maintenant, ils vous disent descendre, ils ne veulent plus vous prendre de l'argent. Et vous prenez, ils ont fini l'opération. Oui, après vous prenez taxi ou Zem pour les suivre, tout droit. Non, ils sont déjà rentrés dans une rue, hein, ils sont déjà partis. Vous ne les retrouvez pas. Moi, le temps que je quitte la limite de Canal 3 pour venir au feu de Carrefour, Bénin Marché, vous allez les voir où? Sûrement, ils ont pris par le pavé de l'autre côté. Et ils sont partis. Donc, du coup, c'est difficile de les intercepter. J'en appelle à tous les citoyens. Ne prenez pas de taxi aux abords des voies. Ne prenez pas de taxi aux abords des voies. Allez sur les gares routières. Quoi que cela vous coûte, allez au niveau des gares routières, prenez taxi.
votre vie est en sécurité. Nous sommes à la fin de l'année. Si, à un moment donné, ils voient que... Parce que dans ces cas, ils peuvent quand même vous faire disparaître, sacrifier un certain chose. Mais si une gare routière, quand vous prenez un taxi, là, tout le monde a vu et c'est beaucoup plus sécurisant. Et voilà la situation. Oui, pour notre confrère, je pense quand même qu'on va demander à ce que la police puisse travailler effectivement à ce qu'on retrouve retrouver cette voiture. Ce qui est déjà bien et que moi je salue énormément. C'est sûr qu'il a laissé des effets importants peut-être dans le véhicule. C'est sûr. Mais ce qui est déjà formidable, pendant cette période, il y a quand même le contrôle routier qui se fait de façon inopinée. Vous tombez rapidement sur des policiers qui contrôlent vos pièces pour savoir si votre véhicule est à jour, est-ce que vous avez vos pièces sur vous, tout ça. Donc, je me dis, au regard quand même de la police que nous avons aujourd'hui, et aussi les équipements qui sont à leur disposition, on va s'en sortir. On va s'en sortir. D'accord. Alors, dernière préoccupation en 2-3 minutes. Je voudrais aussi poser pour les voitures. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il vaut mieux peut-être faire le système de tracking. S'il y avait un système de tracking aujourd'hui, c'est facile de localiser la voiture. Okay. Parce que vous savez, ceux qui ont volé la voiture peuvent aller mettre quelque part et vendre ça en casse. Tout démonter la voiture. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver parce que, alors que s'il y avait le tracking, déjà dès lors qu'il n'a pas la voiture, déjà dès les premières heures, on peut déjà localiser où ça se trouve. À partir de son téléphone. À partir de son téléphone, voilà. Donc. Mais là maintenant, c'est pas évident. Les gens peuvent, c'est pas qu'ils vont sortir certainement avec la voiture. Ils peuvent amener ça quelque part dans une brousse, tout dépouiller, tout casser et vendre ça dans les casses. Ce qui serait dommage pour lui. Mais espérons et prions que la police fasse son travail. Les enseignants de l'université ne veulent pas laisser la chose. Ils ne veulent pas laisser la chose. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à sonner de rendre les clés. Vous savez, quand on fait quelque chose à côté de vous, ils ne veulent pas laisser la chose. Quand on fait quelque chose à côté de vous, que vous voyez que ces gens font ça et que c'est bon, là, vous avez envie de faire aussi. Qui a fait De quoi parlez-vous? Je vous donne seulement 2 minutes. Il y a des retraités. Il y a des gens qui sont à la retraite qu'on a promus. D'accord? On leur a trouvé 2 opportunités pour manger encore. Donc, les enseignants pensent que peut-être qu'en gardant la clé, on va penser à eux. On va penser à eux, les promouvoir encore, leur demander de rester un peu. Donc, ils ont vu faire quelque part, peut-être qu'ils ont envie qu'on leur fasse ça aussi. Donc, bon, au-delà de tout, ils n'ont qu'à libérer le plancher pour les jeunes. Sinon... Bon. En tout cas, comme le dirait l'autre, comment dire, député Djoumi Ouassonson. On lui envoie. Non, mais je pense quand même que c'est une très bonne mesure qui est en train d'être prise et qui déjà sera très utile à ces cadres retraités aussi, parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années. Ce n'est pas n'importe qui se retrouve dans l'administration et qui arrive à se retrouver à la retraite. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont décédés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour certains d'autres. Donc, quand vous avez la chance de vous retrouver au seuil de la retraite... Il faut laisser la chose. Il faut partir. Il faut partir. Mieux vaut partir que de vouloir s'accrocher. Parce que peu importe ce que vous allez faire dans les 5 ou 10 années qui vont suivre, ça ne va forcément pas vous être très utile. Donc, aujourd'hui, que la décision soit prise, qu'on leur demande de déposer les clés, c'est chose normale. Eux-mêmes, ils le savaient. Peut-être que... Ils ont été surpris par le temps. Je ne parlerai pas de la surprise. Vous parlez de quoi? Non, je dirais peut-être que leur souci de voir de jeunes bénéficier encore de la formation. Parce qu'ils se disent que c'est la formation qualifiante à leur niveau. Donc, voyez-vous, ce désir-là de donner, de former, d'éduquer, ce désir-là peut faire que certains gardent encore les clés de... Mais fort heureusement, il y a beaucoup de compétences aujourd'hui. Hein. Avant, on avait un seul enseignant dans un domaine donné. Non, en fait, le fait que vous-même vous ayez réclamé les clés les rassure. Que même s'ils partent, le travail va se faire. Il y a des gens qui vont prendre les clés. Exactement. Non, mais je crois que quand vous faites... Déjà, on fait plus de 30 ans parmi eux qui sont à la retraite. Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous ne pouvez pas faire ça, continuer à panter les escaliers, après faire des AVC. Non, ils sont maintenant
convaincu que vous avez le personnel effectif. La relève est assurée. Parce que maintenant, on a même demandé la clé. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, s'ils veulent, là, on peut organiser une fête en leur honneur sur le terrain de l'UAC. Non, 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 ça va se faire. Si aujourd'hui on réclame la clé, quand ils vont remettre la clé, c'est sûr qu'on va les inviter maintenant pour les célébrer. C'est ça. Merci Hector Zogo, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci Laurent Olatonné-Ikes pour tout ce que vous avez apporté comme analyse. Merci beaucoup. Et demain, je serai encore là, vous le savez. Et vendredi, certainement, on va d'abord faire la matinale et si possible, attendre pour le discours du chef de l'État, le décryptage, tout ce qui va suivre. Donc, merci à vous.